Est-ce que la justice congolaise prend soin ou encore se soucie des victimes dans la société? Est-ce que la justice protège réellement les populations qui ont besoin d'elle? C'est le débat de ce soir parce que nous voulons comprendre si la justice est une arme de protection, sinon encore, j'ai envie de dire, elle joue son propre rôle pour ses propres intérêts ou pour les intérêts des hommes politiques. Sur ce plateau, pour en parler, j'ai donc le docteur Blanc Constant Ebarapéa. Il est là, politologue, vous le savez, pour qu'on regarde cet aspect donc du côté de la politique. Et nous avons aussi sur ce plateau Guy Benoît de Victor. Guy Benoît de Victor est journaliste. Et avec lui, nous allons aussi voir le regard de la population, ce que la population pense de la justice, parce que en tant que journaliste, il est tout le temps en contact avec la population, il est sur le terrain. Et pour terminer, donc, le dernier invité de ce plateau, c'est Victoire Foutimolaka. Il est juriste et politique. C'est en ses qualités que nous l'invitons sur ce plateau pour avoir aussi son regard politique, son regard sociologique aussi en tant que technicien du droit et comment est-ce que la justice aujourd'hui se présente. Bonsoir, vous êtes sur Tcheleka Média et dans Dictionnaire politique. Merci d'être avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Le sujet, le décor est posé ce soir. Le sujet est là. Est-ce que la justice protège réellement les populations? Vous nous direz ce soir dans le déroulé, j'ai envie de dire, de cette émission, ce que c'est que la justice. Mais bien avant, je vais commencer donc par Victoire Foutimolaka en tant que juriste. Quel est l'état des lieux que l'on peut faire de la justice congolaise? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question que vous me posez, une question très fondamentale sur la justice de notre pays. Il faut dire que dans un État, nous avons trois pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif, vous avez le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et le rôle de la justice, c'est d'appliquer la loi, c'est-à-dire que de sanctionner. Donc la justice est une institution, mais non seulement c'est une institution, mais c'est aussi une vertu. Donc le rôle de la justice, c'est de régulariser la société, c'est de jouer le rôle de l'équité dans la société, c'est le rôle de sanctionner les infractions. Donc la justice joue un rôle fondamental dans un État parce que, vous savez, pour ceux qui lisent la Bible, on vous dit que c'est la justice qui élève une nation. Donc pour que la nation puisse évoluer, il faut qu'il y ait une bonne justice, mais pour qu'il y ait une bonne justice, il faut qu'il y ait des acteurs intègres pour appliquer les lois de la République. Ce qui est sûr, la justice dans notre pays existe, mais il y a d'autres failles que nous pouvons évoquer tout au long de cette émission. Oui, ma question, vous faites bien de nous rappeler aujourd'hui le rôle de la justice, mais ma question essaie de savoir si on pouvait faire le diagnostic de la justice aujourd'hui. On peut partir, pour ne pas le citer, le chef de l'État qui mène une enquête, un rapport sur la justice congolaise. Il déplore le fait que la justice est corrompue, qu'il y a un verre dans le fruit. Il le dit devant les magistrats, pas n'importe quel magistrat, on peut dire les hauts magistrats de ce pays. Alors aujourd'hui, fort de son enquête, donc du président de la République, et même des témoignages des citoyens, et vous qui êtes aussi technicien donc du droit, quel est aujourd'hui le regard que vous avez de la justice? Ça va être peut-être difficile pour vous de s'auto-flageller ou de faire harakiri peut-être. Il faut dire que la justice n'est pas à son point nommé. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de faiblesses dans notre justice. Non seulement le retard dans les décisions de justice, la lenteur de la justice, vous allez le constater. Aujourd'hui, la corruption, c'est un phénomène social qui, aujourd'hui, qu'on le retrouve partout, y compris au niveau de la justice. Vous avez des gens qui vont avec de l'argent pour corrompre les acteurs de justice, y compris les magistrats, il faut le dire comme ça. Donc, il y a la corruption, mais il y a une absence d'intégrité dans l'exercice de certaines professions. Et aujourd'hui, les acteurs de justice sont aussi considérés dans cet aspect des choses. Mais maintenant, dans cette justice-là, vous allez retrouver aussi des hommes qui sont honnêtes, parce que tous les magistrats, tous les qui font bien leur travail, tous les notaires, il y a des gens qui font correctement leur travail. Mais il faut dire que la crise de notre pays, c'est une crise qui est systémique. Et dès lors que la crise est systémique, ça gangrène tous les champs sociaux, y compris le champ de la justice. Très bien. Alors, Guy Benoît de Victor, votre diagnostic. Bien, vous avez posé la question de savoir
si dans notre pays, c'est ça? Quel est l'état de la Quel est justice l'état de la aujourd'hui? justice? Bon. Elle est en bonne santé? Elle n'est pas en bonne santé? Une justice à qui on peut faire confiance, les yeux fermés, ou encore finalement, on peut dire, bon, on se méfie de cette justice comme on se méfierait aujourd'hui du CHU ou encore d'autres entités de la République. Très bien. Moi, j'aurais aimé parler d'abord du droit. Parce que la justice est là pour appliquer le droit. Vous voyez? Le droit, c'est la règle. La justice, c'est l'application de la règle. C'est en justice compris. Et la justice prône l'équité. Ça veut dire que le droit est fixe. L'ensemble des règles qui organisent la société, la vie en société. Et là-dedans, le droit vous dit ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est obligatoire. Ça, c'est le droit qui dit. Maintenant, la justice est là pour dire droit. Est-ce que dans cette affaire, la personne a raison ou la personne a tort? Que prévoit le droit? On applique. Et c'est à partir de là que nous parlons de l'équité. Parce que la justice c'est pour l'équité. L'égalité. Et là-dedans, il y a le fait que les institutions sont concernées, les partis politiques, les associations, les citoyens. Tout le monde est concerné dans cela. Comment devait fonctionner le droit chez nous? Parce que pour qu'il y ait justice, il faut d'abord qu'il y ait la règle établie. Le droit dit quoi? Pour que ce pays-là fonctionne. Et nous sommes en train de faire le constat de la marche du droit et de l'application du droit dans notre pays. Bon, quand on va cela, quand on va là-dedans, on se rend compte qu'il y a à boire et à manger. Nos tribunaux, nos institutions fonctionnent à double vitesse. Parce que vous avez les tribunaux, vous avez les magistrats, vous avez les avocats, vous avez aussi les institutions, comme la Cour constitutionnelle, qui doit aussi régler certains contentieux. C'est pour dire le droit. Bon. Au regard de tout cela, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Chacun à la maison, chaque citoyen qui a été confronté à un problème de droit, qui est allé au tribunal, a une opinion. Se fait une opinion. Par exemple, je vous dis, mon père me disait que on ne peut pas trouver les innocents à l'hôpital. Si vous allez à l'hôpital, tout ce que vous trouvez sur le lit, est-ce que ce sont des innocents ou les malades? Vous comprenez? Les innocents ne peuvent trouver qu'au tribunal en prison. Allez-y en prison, vous allez trouver qu'il y a même des innocents qui sont là-bas dedans. Pourquoi ils sont dedans? Pourquoi les innocents se trouvent en prison ou condamnés? C'est que le droit a failli ou la justice a failli dans l'application du droit fixé. Et ce pays-là, dans ce pays-là, on va se rendre compte qu'il y a des abus comme ça. Il y a des gens qui ont commis, mais qui sont libres. Mais il y a des gens qui n'ont pas commis, mais qui sont en prison. Et donc, en résumé, l'état actuel, ça veut dire quoi de la justice? Ça veut dire que la justice qui est malade. Abracadabrante. Elle est abracadabrante. On ne peut pas dire qu'elle est totalement malade. Elle n'est pas aussi totalement saine. Elle n'est pas aussi totalement saine. Parce qu'il y a des moments où il y en a qui ont trouvé Justice comme on le dit. justice, mais il y en a aussi qui ont été lésés. Lésée. Dans l'application du droit congolais. Parce que le droit congolais, il y a aussi le code de la famille. Le droit congolais, il y a aussi la constitution. Le droit congolais, il y a beaucoup de lois, le code pénal. Ouais. N'est-ce pas? Le code de procédure pénale. Le code de procédure. Ouais. Donc, dans l'application de tout cela, il y en a qui trouvent gain de cause, il y en a aussi qui sont lésés, et il y en a encore qui se passent pour les justes, hein, et les juges, tu vois. On y trouve de la corruption, là. Mais en ce moment, il y a tout ça. Moi, je crois qu'il y a tout cela. Il y a tout ça, il y a à boire et à manger dans le droit. Si le Premier ministre, dans son programme d'action du gouvernement, il dit qu'il veut prendre l'état de droit, ça veut dire qu'il veut prendre la justice, ça veut dire qu'il veut prendre l'égalité, l'équité, ça veut dire qu'il veut donner la force aux institutions pour que les institutions ne soient pas au service de quelqu'un, mais les institutions doivent être au service des citoyens
Parce que tous les citoyens doivent être égaux. Selon la Constitution de la République, les citoyens sont égaux. Donc, il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas de défavorisés. Donc, c'est ça le problème. Voilà. Mais or, s'il le dit, c'est qu'il constate que ça n'est pas encore ça. D'accord. Merci. On reviendra sur Guy Blanc-Costo et Barapéa. Je vous repose la même question. L'état de lieu, le diagnostic que vous faites, vous, de la justice congolaise. Bien. Merci de m'avoir invité sur ce plateau et très heureux de retrouver Fouti Molaka et mon aîné Guy Benoît de Victoire. Pour répondre à votre question, il faut se référer à celui qui est le patron de la justice, c'est-à-dire le président Denis Sassou Nguesso, qui lui-même ne cesse de tirer sur cette justice en disant que il y a le verre dans le fruit et la justice n'est pas juste. Alors, si le patron de l'institution, même si c'est symbolique, on sait quand même que c'est lui qui nomme les juges. Voilà. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est lui qui préside. Donc, il connaît le fond du dossier. Vous avez dit tout à l'heure qu'il a mené les enquêtes là-dessus. Deuxièmement, nous avons vu le Premier ministre à 2 reprises revenir sur la consolidation, l'état de droit, l'état de droit. Troisièmement, nous avons eu un ministre du gouvernement qui a osé le dire publiquement que s'il y a eu des problèmes des difficultés qu'on a avec le climat des affaires aujourd'hui au Congo, c'est parce que la justice est corrompue. Denis Christelle Sassou Nguesso. Je ne sais pas si vous avez suivi cet élément. Chez Alphonse Ndongo bon, je crois qu'il a dit chez Alphonse Ndongo, mais il en a dit il y a 2 ou 3 ans. Oui, il devait être dans un forum. Voilà, 2 ou 3 ans, il a dit. Ce qui est sûr, la justice congolaise, au regard d'abord de ce que je dis des acteurs qui sont très proches, c'est-à-dire des acteurs de l'État, en fait, des acteurs étatiques qui le disent, à commencer par le premier des magistrats, on ne peut donc pas douter du fait que la justice congolaise soit malade. Mais le dire à ce niveau-là, c'est pas résoudre le problème. Il faut approfondir l'analyse. 2 choses. Premièrement, Fouti a cité, parlé dans la Bible, mais en réalité c'est Salomon qui le dit. Salomon le dit en tant que chef d'État. Après avoir gouverné la société, gouverné son pays, et il dit, seule la justice élève une nation. Un État avec une justice pourrie ne peut pas aller loin. Ça, c'est le premier élément. La justice qui élève une nation. Deuxième chose, faut-il aussi la effleurer. La justice congolaise se trouve dans un environnement. Il a parlé d'une crise systémique. On ne pouvait pas s'attendre à une justice saine dans un pays qui est englué dans le sable mouvant de la corruption, de l'inversion des valeurs, où tout le monde, c'est-à-dire une bonne partie de ceux qui gouvernent l'État sont dans un état de, comment est-ce que je peux appeler ça, sont dans un état de pourrissement très avancé. Regardez comment ceux qui nous gouvernent se comportent vis-à-vis du bien public, vis-à-vis de la loi et vis-à-vis des citoyens. À partir de ce moment-là, dans cet environnement, dans un état de délabrement très avancé, la justice étant une institution, c'est vrai c'est une institution juridique, mais c'est aussi une institution sociale. Les acteurs de la justice ne vivent pas au paradis, ils vivent sur terre. Et dans cet environnement-là, il est possible comme tout, et il est évident, comme toutes les autres institutions de la République, qui sont pourries, gangrénées par la corruption, la justice ne doit pas s'échapper au vu des comportements qui sont affichés, des transactions qui sont affichées, et du niveau de délabrement, de pourriture, j'allais même parler de la pourriture, des mœurs dans d'autres pays. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, dire que la justice est en bonne santé. La justice congolaise est malade. Le premier des juges le dit. On a vu comment est-ce que, pour la déclaration des biens du patrimoine, le président Sassou est élu depuis 2002. Cette loi existe, la déclaration du patrimoine. Il n'a jamais déclaré son patrimoine. Et lorsque nous arrivons en 2018-2019, le FMI a fait pression
on a déclaré comment on appelle, on a déclaré les biens. Quelques ministres. Quelques ministres ont déclaré les biens, mais de quelle manière? Voilà, ce sont les éléments qui prouvent que la justice congolaise est malade. Très bien. Alors, si donc parmi vous nous se pose des questions, mais pourquoi est-ce qu'il parle de la justice ce soir? Nous avons reçu à Tcheleka un père avec 2 de ses filles. Nous ne faisons pas le procès ce soir, nous laissons la justice le faire puisque c'est de son ressort, mais simplement nous voulons vous apporter l'information que nous avons reçu un père de famille à Tcheleka qui est venu donc avec 2 de ses filles selon son témoignage et selon ce que nous avons pu aussi vérifier. Et ces 2 filles seraient, donc je mets en conditionnel parce que nous attendons aussi les informations de l'autre côté de la justice, séquestrées sinon abusées sexuellement par leur beau-frère qui serait beau-père qui serait donc aussi protégé par son épouse, donc la maman qui a tourné dos à ses propres filles dans cette affaire-là. Et finalement, le beau-père aurait été donc incarcéré à la maison d'arrêt pendant quelque temps. Curieusement, donc ces 2 filles et leur père constatent qu'il se retrouve dans la rue, selon leur témoignage. Et non seulement qu'il est dans la rue, donc il est reparti chez lui, qu'il continuerait à menacer donc ces 2 filles de leur faire payer tout le supplice qu'il aurait vécu à la maison d'arrêt. Nous avons pu contacter la mère. Oui, nous pouvons vous le dire qu'elle défend bec et ongle son amant. C'est une affaire qui nous paraît un peu difficile à expliquer tout ce soir, sinon finalement ne pas tout interpréter parce que nous laissons à la justice faire. La question ce soir, nous leur avons posé la question, mais pourquoi est-ce que vous venez vers les médias alors que vous êtes déjà en justice? La réponse est que nous ne faisons plus confiance à la justice parce que nous n'arrivons pas à comprendre comment ce criminel qui aurait reconnu les faits devant un magistrat se retrouverait dans la rue. Alors, je marque la question principale de ce soir. Est-ce que la justice aspire confiance? Bon, moi je peux dire qu'il faut analyser cette question sur 2 volets. La justice a toujours joué son rôle, mais la faiblesse dans l'organisation de cette justice, ce sont des hommes. Et lorsque vous êtes devant un tel cas, en réalité, il faut saisir les professionnels du droit, notamment les avocats. Les avocats maîtrisent les procédures. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même dire que la population congolaise a cette absence de culture juridique. Quand ils ont des situations, ils veulent pas saisir les avocats qui peuvent engager des procédures pour leur compte. Ils préfèrent aller voir soit un parent qui est procureur de la République ou un parent magistrat, alors que mais quand on parle de la justice, pour ne pas vous interrompre, mais on regroupe tout ce monde-là, et avocats et magistrats. Mais quand on parle de la corruption dans ce monde, vous n'êtes pas exempté, vous non plus. Est-ce que c'est comme aujourd'hui les patients qui disent aller au CHU, par exemple, c'est aller mourir. C'est pas tous les patients qui le disent, mais c'est aujourd'hui le même constat qu'on fait vis-à-vis de la population et la justice. Parce que, M. Ngolali, chaque acteur a son rôle dans la justice congolaise. L'avocat a une mission pour conseiller, pour défendre, pour assister. Le magistrat est là pour juger. L'huissier de justice est là pour signifier les décisions, pour faire exécuter les décisions. Le notaire, ainsi de suite. Chacun a son rôle. Et lorsque vous êtes devant une telle situation, saisissez les professionnels du droit. Ils maîtrisent les procédures. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des déclarations pour dire que la justice est corrompue ou non. Devant une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous allez dans un cabinet d'avocats. L'avocat peut rédiger une plainte avec conscience de partie civile devant un juge d'instruction pour engager la procédure. Ou encore, il rédige une plainte simple devant le procureur de la République qui engage aussi une procédure. Cependant, lorsque les faits sont avérés, il peut arriver que le juge instruction ou encore le procureur qui instruit le dossier, par rapport à la clameur publique ou encore pour des besoins de sécurité publique, on peut placer l'auteur de cette infraction, si on constate que les faits sont véritablement constitués, sous mandat de dépôt. Mais il faut quand même reconnaître que la loi congolaise a prévu d'autres mécanismes, parce que en droit, on dit, en matière de procédure, l'arrestation, si vous voulez, la prison, c'est une exception. Mais la liberté, c'est le principe.
La liberté, c'est le principe. Il peut arriver que quelqu'un, il est à la maison d'arrêt, il peut bénéficier d'une liberté provisoire. C'est la loi qui le prévoit, c'est la Constitution, c'est le code pénal, y compris le code de procédure pénale, qui le prévoit. Parce que si on constate que cette question ne trouve pas l'ordre public et que la personne, l'auteur de cette infraction, est représenté par un avocat, il a un domicile fixe, il peut bénéficier d'une liberté provisoire. Ça ne veut pas dire que le magistrat, en le faisant, il a violé la loi. Non. Ça dépend des faits. Maintenant, il faut rappeler un fait. C'est un phénomène qui est aujourd'hui récurrent devant nos juridictions, notamment le phénomène de pédophilie. Parce qu'il faut dire que le viol sur mineur a été correctionnalisé depuis la loi de 2010. Ce n'est plus un crime comme à l'époque des années 60 jusqu'en 2009. Mais aujourd'hui, ça a été correctionné comme la pédophilie. Le cas que vous faites allusion, c'est de la pédophilie. Pourquoi? Mais parce que vous avez un beau-père qui viole sa propre fille, parce qu'il faut dire que c'est sa fille en réalité. Donc il faut engager une procédure et il faut attendre que la juridiction puisse rendre sa décision définitive. Si on comprend bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi, il faut relever un peu l'ignorance du côté de la population qui n'a pas réellement connaissance des procédures juridiques et qui juge parfois à tort la justice congolaise. Effectivement, parce que les gens pensent que lorsqu'on a incarcéré quelqu'un, il ne peut pas être libre. Non! Il peut bénéficier d'une liberté provisoire. Il y a aussi une période de détention provisoire qu'il faut respecter. En matière de loi, la personne peut bénéficier de la liberté provisoire à toute étape de la procédure. On peut vous arrêter aujourd'hui, demain vous bénéficiez de la liberté provisoire si le juge estime que cette question ne peut pas troubler l'ordre public, s'il estime que vous avez un domicile fixe, vous ne pouvez pas fuir, et on peut mettre la personne sous contrôle judiciaire. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut confisquer son passeport, il n'a pas le droit de sortir sur le territoire congolais. Par exemple, chaque jeudi et chaque mardi, il va signer au niveau de la juridiction. Il est sous contrôle judiciaire. Mais cela ne veut pas dire qu'il est innocenté. Non! La procédure suit son cours jusqu'à la décision définitive qui est prise au niveau des cours et tribunaux, plus précisément devant une chambre correctionnelle. Voilà. Guy Bernard Victor, et nous parlons de la méfiance qui est de plus en plus exprimée. Il n'y a pas que cette famille. Vous avez des gens qui disent, mais j'ai un dossier au parquet qui traîne depuis 1 an, depuis 2 ans. Quand on va, soit c'est mon avocat qui dit qu'ils sont pas prêts, ou encore c'est l'autre avocat qui dit qu'il n'est pas prêt, ou encore le dossier n'est pas programmé. On aurait aussi appris qu'il y a plusieurs compatriotes ou encore plusieurs personnes qui seraient donc à la maison d'arrêt depuis 1 an, 2 ans sans procès, alors quand on regarde la loi, c'est 6 mois en réalité de détention, comment vous appelez ça, de préventive, 6 mois à peu près, donc 4 mois puis 2 mois, on peut donc ajouter 2 mois, mais qui sont là 1 an, 2 ans sans procès. Et donc aujourd'hui, vous entendez les populations vous dire, mais allez à la justice, mais finalement, on ne peut rien faire, on ne peut plus faire confiance à la justice. Qu'est-ce qui peut justifier ça? On a compris aujourd'hui le point de vue du juriste Victor Futumolaka qui pense que c'est aussi cette méconnaissance de la part de la population et qui n'a pas la culture juridique ou la culture du droit, comment ça fonctionne. Nous sommes nombreux à le méconnaître. Alors, qu'est-ce qui peut aujourd'hui justifier cette méfiance? Vous avez déjà entendu les gens le dire ou pas? Évidemment, c'est pourquoi je dis qu'il y avait à boire et à manger dans la pratique juridique chez nous. Dans cette pratique-là, il y avait à boire et à manger. Le tout n'est pas seulement de la faute de la justice, mais c'est aussi les citoyens. La méconnaissance de la loi fait que on laisse passer les opportunités, personne ne veut revendiquer ses droits, même quand il y avait des droits à revendiquer. Vous voyez? Bon, mais personne aussi ne veut accomplir ses devoirs, même s'il y a des devoirs à accomplir. C'est ça, la méconnaissance de la loi. Et c'est ça l'ignorance qui est un pire danger pour l'humanité. Donc, quand le peuple vit comme ça, évidemment, et il est manipulé. Et il est aussi manipulable. Vous voyez, il est manipulé ou manipulable. Il y a des situations qui sont restées pendantes en justice là-bas parce que les auteurs ou le plaignant lui-même ne s'y présente pas. Il n'y arrive pas, il n'y veille pas, il ne cherche pas à savoir où en sommes-nous avec ce dossier-là. Comme tu es plutôt à la maison parce que tu as vu quelqu'un qui a bénéficié d'une liberté provisoire ou bien sous caution, tu te dis, ah, on l'a libéré. Mais, la justice n'est pas seulement faite pour incarcérer les gens. Mais pour qu'on incarcère, il faut aller au procès. Il faut qu'il y ait le prononcé de justice pour que la personne soit condamnée. Et la condamnation est bien fixée, établie. Vous voyez, comme nous ne connaissons pas,
L'essentiel pour nous, c'est que la police a arrêté quelqu'un. Ah, on a arrêté le criminel. Hier, on a vu le criminel là dehors. Mais pourquoi? S'il n'y a pas suffisamment de preuves, s'il n'y a pas de cas de flagrance, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et si la partie ne se présente, et si la partie ne se présente pas, vous voulez que ça fasse comment? Donc, le citoyen lambda devrait connaître d'abord, quels sont ses droits? Parce que je dis que la règle de droit elle-même, c'est l'ensemble des règles le droit, c'est l'ensemble des règles qui règlent, c'est l'ensemble des règles qui régulent la vie en société. Vous voyez? Mais c'est vis-à-vis. Ça concerne les citoyens entre eux, ça concerne les signataires avec les institutions, ça concerne aussi l'État, ça concerne les sociétés, la société civile, les partis politiques, les journalistes que vous êtes. Vous voyez? Et d'autres professionnels, parce que même les journalistes, parfois, ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne lisent même pas la loi. Le code de déontologie et d'éthique, ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent même pas savoir que là, ils ont le droit de faire ça, de dire ça, de faire. Non, 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 non. Vous voyez? Et ça va du sommet à la base. C'est ça qui fait que notre justice aussi tangue. Parce que Fouti a dit tout à l'heure, lui c'est un professionnel de droit, il a dit, ça va. Pour faire la bonne justice, il faut avoir des hommes d'éthique. Si l'homme n'est pas intègre, s'il n'est pas intègre, il va faire quoi? Il est influençable. Et notre justice subit aussi les injonctions. effectivement. Vous voyez? Et dès lors qu'il y a des injonctions. Est-ce qu'on peut directement corrompre un juge? Mais attends, pourquoi tu penses que c'est impossible? Est-ce qu'on peut directement corrompre un journaliste? Est-ce qu'on peut pas corrompre un policier? Et puisqu'on peut, vous voyez? Tous les hommes de la société sont corruptibles. Ils sont corruptibles. Tous. Parce que vous avez le parquet, hein, vous Mais avez déjà, le la République, vous avez des avocats. imaginez-vous, quand le juge reçoit les injonctions, accepte de libérer quelqu'un parce qu'un tel a appelé, c'est quoi? C'est pas une corruption, mais c'est incorrompu. Parce que si le juge pouvait dire à celui qui donne l'injonction que la loi prévoit ça, donc par rapport à vos propos là, je ne peux pas libérer parce que il y a ça, la personne va s'arrêter. Mais c'est parce que c'est un colonel, c'est un magistrat, ou non, c'est un général, c'est un ministre, c'est un président qui appelle, un DG qui appelle, vous libérez. C'est vous qui êtes corruptible, n'est-ce pas? C'est vous qui êtes influençable. Et je crois que l'état de droit, le droit est fort pour tout le monde. Le droit, personne ne devait être au-delà du droit. Tous devaient se soumettre au droit. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Ah non, plus nous parle de ça. Est-ce que les parents là ont su pourquoi la personne est libre? Est libéré. Donc je crois que le magistrat avait aussi le devoir d'expliquer à ces parents-là que ce monsieur-là regarde de ça, il a payé sa caution, il peut rester là-bas, mais il viendra signer. Parce que c'est une... Est-ce que le juge est obligé d'informer? Mais oui, mais parce que les parents, mais parce que, bon, si seulement s'ils avaient pris un conseil, s'ils avaient pris un avocat, qui va consulter le juge? C'est pas l'avocat. C'est l'avocat qui doit aller là-bas, c'est pas les parents eux-mêmes. Parce que le juge n'est pas libre, n'est pas censé parler directement aux parents. Mais s'il y a un conseil, c'est le conseil qui va consulter le magistrat, instructeur, qui lui dit, voilà la procédure. Et s'il biaise le professionnel de droit, qui est l'avocat, peut le ramener à l'ordre, pour dire non, ça la procédure ne prépare pas ça. Oh! S'il y a au royaume des aveugles, seuls les bons sont rois. Voilà. Et donc, dans cette affaire de justice-là, oui, les citoyens apparaissent comme des aveugles. Oui, je vous laisse réagir avec une question. Est-ce que le report souvent des procès, sinon des affaires, vous arrivez aujourd'hui, parce que ça se fait, on vous dit, bon, ça a été repoussé dans 2 mois. Vous revenez, on dit, non, mais écoute, la partie adverse n'est pas encore prête, revenue dans 6 mois. Est-ce que, quelque part aussi, au-delà du droit, est-ce que ça constitue parfois aussi des actes de corruption, finalement? On vous dit, on vous fait traîner pendant longtemps pour... Non, j'avais dit, ça là, c'est des stratagèmes utilisés aussi pour décourager le plaignant qui est susceptible d'avoir raison. Ouais. On le décourage parce que plus ça met du temps, plus tu fais quoi? Tu te décourages, tu n'y vas plus. Ouais. C'est des stratagèmes. Mais parce que celui qui fait ça a reçu
des injonctions. Oui, bon, maintenant... Je pense que le doyen Guy Benoît de Victor a tenté de donner une réponse là. Ce sont des techniques de défense, raison pour laquelle je ne cesse de dire que les Congolais doivent avoir la culture juridique de consulter les avocats. Les avocats sont là pour ça. Ça coûte cher, hein, l'avocat. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, l'avocat aussi fixe ses honoraires en fonction des revenus de la personne qui est en face de l'avocat. Voyez-vous, il y a même le principe de l'humanité. Et vous savez qu'il y a eu une loi au Congo sur l'aide juridictionnelle. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, il n'y a pas un décret d'application. Et c'est là où il y a aussi l'implication de la politique dans la justice congolaise. Si nous voulons avoir une justice équitable, où le principe du contradictoire est respecté et que les citoyens congolais puissent avoir des gens qui sont capables, des professionnels de droit de les défendre, et ils n'ont pas le pouvoir d'achat, mais il faut mettre en exergue cette loi de l'aide juridictionnelle. Ça se passe en France où aujourd'hui, le ministère de l'avocat est obligatoire. Mais chez nous, le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire. En dehors seulement de la Cour suprême, où le ministère de l'avocat est obligatoire. Moi, je suis de ces acteurs politiques qui pensent que il faut que le système qui gère le pays puisse instaurer, adopter une loi où le ministère de l'avocat puisse être obligatoire, ouais, pour que les citoyens puissent être défendus par des gens qui sont des professionnels qui maîtrisent les procédures. Guy Benoît de Victor a dit une chose qui est très fondamentale, surtout en matière correctionnelle. Ce sont des techniques de défense. Si vous voulez décourager la partie, cette audience va arriver, l'autre audience, vous ne venez pas. Et surtout en matière correctionnelle, on peut renvoyer l'affaire après 2 mois. Et si vous n'avez pas la personne, vous allez vous décourager et vous abandonner la procédure. Parce que lorsque vous allez suivre les audiences correctionnelles, vous allez remarquer que parfois il y a des gens qui ont porté plainte contre un auteur, mais qui ne se présente plus, mais parce qu'il est fatigué. Il pense que quand il arrive, l'autre partie n'arrive plus. Et surtout lorsque le citoyen a bénéficié d'une liberté provisoire. Mais il ne faut pas se décourager, il faut toujours venir, parce que lorsque le magistrat instruit le dossier, il note toujours la présence. Mais s'il est corrompu, le magistrat, qu'est-ce que lui dit? On ne peut pas affirmer que le magistrat est corrompu. Là, on n'a pas la preuve. Parce que, monsieur le journaliste, je vais vous dire, aujourd'hui, si notre justice est affaiblie, d'une part aussi, il y a l'implication du politique. Parce que le politique a tendance à donner les injonctions sur le magistrat. Et ensuite, il y a la course à l'argent. Mais est-ce que le magistrat, Guy Benoît de Victor le disait tout à l'heure, est-ce que le magistrat, à la lumière de la loi, doit accepter les injonctions de Non, pas du tout. Parce que l'autorité du magistrat, ce n'est que la loi. C'est pas parce que le magistrat a été nommé par le président de la République ou encore il est nommé procureur, il n'est pas obligé de suivre toutes les instructions prises par le pouvoir en place. Il est libre de prendre les décisions par rapport à son intime conviction. Mais c'est une question d'intégrité et c'est une question de courage. Parce que, tenez-vous bien, c'est comme l'a dit Ebara Péa, ici nous sommes dans un système où si vous ne le faites pas, on va attendre comment on appelle la prochaine session, mais encore le prochain CSM, et on vous balaye de là. On peut même organiser, voilà, mais donc, malheureusement, prenez la parole. On peut même organiser un CSM anticipé pour régler votre compte. Ouais. Donc ça veut dire que vous l'avez déjà dit tout à l'heure, nous parlons tout à l'heure de la corruption dans ce milieu de pouvoir. Comment est-ce que ça se passe, la corruption? Bien, c'est difficile quand même d'établir ça, mais je vais revenir sur ce que les deux copains ont avancé sur l'ignorance des citoyens vis-à-vis de la justice. Oui, d'un côté, heureusement, ils ont apporté des éléments de réponse dans leur développement. D'un côté, on peut parler de l'ignorance parce que les gens ne maîtrisent pas, les populations ne maîtrisent pas des procédures. Le message de procédure. Et vous savez qu'il y a un problème culturel. Le problème culturel, c'est que dans notre environnement d'ailleurs, dès que quelqu'un propose de vous porter plainte, bon, cette affaire, si on va seulement à la justice, allons à la justice, on va régler ça à la justice, parfois la personne a raison. Mais le fait d'écouter, on tente de parler de la justice, on dit, il remet des armes. Non, en tout cas. Ça mettra du temps, ça va être 1 an, 2 ans de procès. Ça, bien, ça c'est le premier élément. Oui. Le deuxième élément, c'est que les citoyens sont aussi vivent dans le même environnement que nous. On a eu des histoires, des cas où vous avez par exemple acheté une parcelle à litige. C'est votre parcelle, vous l'avez acquise avant l'autre. Vous avez des documents qui attestent que vous êtes le premier acquéreur. Mais on tourne, et surtout si celui qui est venu acquérir après vous
Un peu de pécule. Un peu de pécule. un matelas financier très épais, à partir de ce moment-là, ça crée des problèmes et on va renvoyer l'affaire, on va renvoyer les cas sont légion. Le citoyen ne vit pas en dehors de la société et parfois, au regard de ce qui se passe, de ce qu'ils vivent au quotidien, on finit par dire je ne peux plus faire confiance à la justice parce que la justice est là. C'est vrai qu'il y a des préjugés, il y a des idées reçues, mais dans la plupart des cas, il faut savoir que dans la justice, il y a la procédure et les procédures. La procédure, c'est ce qui est légal. Voilà comment faire par rapport à cette affaire. Il y a la pratique du droit de la justice que M. Foutimo Laka défend ici. Mais il y a des pratiques. Les pratiques, c'est ce qui sort de la régularité. C'est ce que vous avez dit, les techniques, les technologies, de décourager comment vous appelez? Les plaignants ou les concernés. Alors, vous avez évoqué la liberté provisoire. Oui, mon frère Fouti, la liberté provisoire, selon les textes, c'est ce que vous avez dit. On peut même la détention préventive. On peut aller même au délai de 6 mois, il suffit de renouveler dans les délais. Selon la loi, au Congo, c'est 6 mois, je pense. Sous certains, ça peut se faire. Mais le technicien va nous éclairer là-dessus. On peut renouveler tout le temps. Mais, est-ce que vous savez que la liberté provisoire dans notre pays, dans la plupart des cas, là, on se base sur l'expérience, sur le vécu. Dans la plupart des cas, une liberté provisoire s'apparente à une libération définitive. Ça, dans les pratiques, vous le voyez. Mais le tout, c'est la politique. Il y a ce qu'on appelle la politisation du droit et la juridisation de la politique. Lorsque les deux deviennent en imbrication, que vient faire l'homme politique dans les affaires judiciaires? Mais la réponse est toute simple. Lorsque vous êtes dans un état autoritaire, j'allais même dire autoritaire-patrimonial, où le souverain institutionnel qui se pose et s'impose comme un monarque veut contrôler tous les pans de la société, il ne laissera pas la justice de côté. Il faut d'abord contrôler la justice. À partir de ce moment-là, vous allez voir que la justice va régler les problèmes politiques. Vous avez un problème politique. Bon, pour créer les histoires, on va vous brandir, on va se servir du droit pour régler un problème politique. On va se servir du droit pour régler un problème social. Et vous allez voir que dans des états autoritaires, d'abord c'est Rousseau qui le dit, la loi c'est une toile d'araignée qui n'arrête que les petites mouches et laisse passer les grosses. À partir de ce moment-là, il y a un problème. Donc le problème ici, il faut le regarder sur cet angle-là. Le magistrat qui reçoit les injonctions, s'il ne le fait pas, il est nommé au Conseil supérieur de la liberté de, comment on appelle ça? De la magistrature, qui préside le chef de l'État. Même s'il ne connaît pas tous les magistrats. Mais il a des informations. Si vous avez désobéi à une instruction ou bien une injonction, vous avez désobéi. On va vous attendre. On peut organiser, la dernière fois qu'on a organisé le système ici, c'est en quelle année? En 2018, je ne sais pas. C'était en 2018. On a vu que c'était magistrat. Non, pas en 2018. Après 2018, on a organisé là. Dans les années, en 2020, en 2022. 2022 par là. 2022. Ouais. Mais il faut regarder la nature des sanctions qu'on a infligées. Vous pensez que c'était pas juste? Mais non! Voilà. Guy Birel Victor, selon nos informations, au Benin, il y aurait une prison uniquement pour certaines autorités, d'un certain degré, des DG, les directeurs généraux et autres. Et quand on regarde aujourd'hui au Congo, on n'entend pas depuis plusieurs années qu'un ancien ministre qui sont en prison pour détournement, pour c'est pas abus ou quelque chose, puisque finalement en ministre ou ancien ministre en fonction, ancien ministre, DG et tout. Et est-ce que aujourd'hui, comme disait Blancosté Barapéa, c'est parce que ces hommes sont finalement propres, on peut le dire, ou finalement, ce que disait Blancosté Barapéa, c'est l'influence politique qui empêche cette justice d'aller jusque très loin, c'est-à-dire qu'au-delà même des simples citoyens. Merci beaucoup pour cette question. Bon, j'allais d'ailleurs vous signifier, non, comment il y a les grands hommes qui sont en prison.
monsieur Okobi et monsieur Mokoro qui sont... C'est le politicien. Très bien, c'est toi qui le dis. Mais je dis, j'assume, c'est Oui. Mais après, là-bas, c'est pas un problème de J'ai compris. les atteintes à de l'État et autres. Projetant au Kombi et à Moko. Bon, c'est pas le débat ce soir. C'est pas le débat. Ouais. J'en arrive pour dire que les grosses têtes, il y en a aussi qui se retrouvent. Non, C'est aussi pas la du tout. justice. Je suis pas d'accord. C'est aussi le problème de suis pas droit. d'accord. S'il vous plaît. Vous voulez parler de la justice du droit, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord. Du droit qui doit être juste. On peut se rappeler aussi des Longo, Père Vous voulez parler du droit. Vous voulez parler du droit. Vous voulez qu'on en parle? Non. Juste pour vous prendre pour dire que le droit, non. Nous avons un problème dans ce pays, c'est quoi? C'est que nous confondons tout. Nous sommes un état de droit qui n'en est pas un. Voilà, je suis d'accord. Ok? Oui. Pourquoi? Parce que dans un état de droit, ou c'est un régime démocratique, il y a la séparation des pouvoirs. Séparation de pouvoirs, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif, il y a l'exécutif. Mais les pouvoirs là, et alors là, nous avons ajouté un quatrième qui sont les journalistes, la presse, n'est-ce pas? Mais ces pouvoirs-là doivent se surveiller. Les pouvoirs-là ont le devoir de se surveiller. Aucun pouvoir ne peut imposer son dictat sur l'autre. Parce que le droit a fixé les règles du jeu. Or, qu'est-ce qui se passe chez nous? Nous faisons fi de tout ça. Je vais vous dire. Vous savez, au Conseil supérieur de la magistrature, ceux qu'on y met là-bas, ils viennent du Parlement, ils viennent de deux parlements, ils viennent du Sénat et de l'Assemblée nationale. Vous voyez, de la société dès lors que c'est fait comme ça, c'est un système de cooptage. Vous voyez le Conseil supérieur de la liberté de communication, c'est les autres institutions qui coptent, qui mettent là. Est-ce qu'il peut y avoir indépendance? Et dès lors que... Parce que si vous avez été proposé par le Sénat, par l'Assemblée nationale, c'est là le mal libre. Mais voilà. Mais c'est là le mal. Et alors, dans un système démocratique où les pouvoirs, il y a limitation de pouvoir et séparation de pouvoir, est-ce qu'un président peut être le président du Conseil supérieur de la magistrature ou se peut les grandes décisions de la magistrature, alors que ce conseil, ce Conseil supérieur peut juger les hauts magistrats? Non, ça ne juge pas. Bon, lesquels jugent? Non, ça juste pas. C'est juste une institution de Mais oui, mais est-ce que c'est normal? Mais est-ce que c'est qui normal? sanctionne quand même les magistrats. Oui, bien sûr. Puisque ça sanctionne. Mais voilà. Ça fait partie du pouvoir judiciaire. Mais est-ce que Le ça pouvoir judiciaire est chapeauté par la Cour suprême. Bon, voilà. Mais c'est le Vous avez quand même la Cour suprême, la magistrature. C'est le Cour suprême. C'est le Cour suprême. Comment il s'y trouve là-bas? Oui, c'est le Conseil. Vous voyez comment il s'y trouve? Donc, dès lors que nous avons faussé dans tout cela, c'est là où tout essence dessous dans le pays. Et en ce moment-là, parler de l'indépendance de la justice, ça va être très difficile dans la mesure où chacun veut garder son manioc. Vous comprenez? Il y a quelqu'un à qui on dit décerne un mandat d'arrêt contre XY, après 12 jours on dit efface le mandat d'arrêt. Et puis après, vous voyez, quand vous vous dites dans une affaire comme ça, ça devient ça. On a vu ça avec Silver Dongouzi. Voilà. Jusqu'ici, on ne sait pas si on avait annulé les poursuites contre lui. Le magistrat qui participe à la campagne électorale du président de la République. Alors, est-ce que vous trouvez ça normal? Dès lors que ça se passe comme ça, c'est compliqué. On est dans un système où vous trouvez que personne, tout le monde est membre du parti. Est-ce que les magistrats veulent faire la politique? Non. Ah ben alors! Mais qu'est-ce qu'il faut dans la campagne des candidats? Vous comprenez? Mais c'est ça qui est donc. Est-ce que les militaires doivent faire la politique? Mais qu'est-ce que les militaires font dans la campagne des présidents, puisqu'on a vu les militaires et les policiers qui ont placé les effigies du président partout? Est-ce que c'est normal? Dès lors que ça se passe comme ça, donc, ils ne seront jamais au service de la République. Ils ne peuvent pas être au service de la République. Vous voyez? Donc, ils travaillent pour... Mais voilà. Et en ce moment-là, c'est compliqué. Donc, je crois que si on ne fait pas la refonte de tout le système, c'est difficile de rétablir les équilibres. Et c'est difficile de rattraper les autres qui sont partis déjà devant nous. Parce que chez les autres, imaginez-vous, quand on organise les élections au Sénégal, je crois que personne ne s'inquiète. Oui, le Sénégal, on en parlera. Personne ne s'inquiète. Voilà, le Sénégal qui est considéré comme... Voilà. Bon, donc, je crois que nous avons on a tout politisé. On a tout politisé. Et or, la politisation de nos institutions et de notre justice
ne peut pas nous faire avancer. Oui. Oui, Ça nous fait reculer. mais je peux rapidement lire le message que je viens de recevoir d'un internaute qui dit, mais nous avons vu il y a un an à peu près le président du Conseil supérieur, le président de la Cour constitutionnelle presque valider le bilan du président de la République à l'Assemblée, au Parlement, dans le Palais du Congrès, faire les éloges au président de la République. On l'a vu aussi valider par un discours à l'investiture, Voilà. faire les éloges au président de la République. Et la question qu'elle pose, est-ce que c'est légal? Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de faire allégeance au pouvoir? Est-ce que à ce niveau, est-ce que la Cour constitutionnelle est libre totalement? Bon, déjà, il faut quand même dire à notre citoyen que la Cour constitutionnelle ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. C'est une institution à part entière, c'est une institution politico-judiciaire. Okay. Dans la Cour constitutionnelle, vous allez retrouver les magistrats professionnels et les juges non professionnels. Donc, ce ne sont pas des magistrats, des juges professionnels et les juges non professionnels. Vous allez retrouver les anciens parlementaires dans la Cour constitutionnelle et vous allez retrouver les anciens magistrats, ainsi de suite. Donc, ça ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Mais pour revenir à notre sujet, vous savez, si aujourd'hui nous avons du mal à pouvoir avoir notre indépendance en tant qu'acteur de la justice, mais d'une part, c'est notre responsabilité. C'est pas parce que vous étiez nommé par un président de la République que vous ne pouvez pas être à l'encontre des décisions qui vont hors la loi. C'est pas possible. Vous avez cette possibilité de dire que ça passe pas, ça ne passe pas, parce que l'autorité du magistrat, ce n'est que la loi. Mais parce que, c'est quoi? Le magistrat, il est géré par le principe de l'ingratitude. Mais qu'est-ce qui explique cette allégeance? Qu'est-ce qui explique cette allégeance de certains? On parle pas de tout, hein, on parle pas de tous les magistrats, on parle pas de tous les juges, mais on dit, mais qu'est-ce qui expliquerait, Guy Benoît a vraiment peint le plateau qu'il fallait, le tableau qu'il fallait, et qu'est-ce qui expliquerait cette allégeance à l'homme politique où on prend un téléphone, on vous dit mais il faut faire arrêter un tel, sans procédure, vous l'appelez, vous le mettez en prison. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que c'est un problème de formation ou c'est une question simplement sociale parce que on a besoin de positionnement social et que finalement on a livré le métier au profit, comme on dit, du tube du digestif? Bon, vous avez donné la réponse, c'est une question sociale. Pourquoi c'est une question sociale? Le magistrat veut garder sa position sociale. S'il est nommé procureur, il sait qu'il a des avantages, il a le pouvoir d'arrêter, il a le pouvoir d'engager des actions publiques. Il est obligé de privilégier ses fonctions au détriment de sa carrière professionnelle. C'est ça le problème. Le problème, c'est le prestige. Parce que les gens veulent sauvegarder leur fonction. Il n'y a pas un problème de formation aussi. Non, c'est pas un problème de formation. C'est pas un problème de formation. C'est d'abord un problème de prestige social parce que quelqu'un occupe une fonction, il est soit juge d'instruction, il gère un cabinet d'instruction, soit il est procureur de la République, il est avocat général, il veut garder sa fonction parce qu'il sait que s'il ne met pas en exergue l'injonction de l'homme politique, à la prochaine session du Conseil supérieur de la magistrature sera peut-être balayé de là, on va l'envoyer au tribunal de grande instance d'Infondo, ou encore on lui confierait plus les dossiers, ainsi de suite. Il y a des réalités qui existent dans notre justice. Est-ce que vous savez, lorsque vous allez dans notre juridiction, c'est un diagnostic que nous devons faire. Vous avez, il y a des cabinets d'instruction qui sont vidés, qu'on n'envoie pas les dossiers, parce qu'on dit que le magistrat est honnête. Oui. Il y a des chambres correctionnelles où ils appellent ça l'embargo. On ne peut pas envoyer les dossiers dans ces chambres correctionnelles parce que vous avez dans notre juridiction des magistrats qui font correctement leur travail. Et s'ils ne coopèrent pas avec le ministère public, vous allez constater que le ministère public ne va pas envoyer les dossiers là-bas. Parce qu'il faut dire que dans notre pays, je suis un acteur politique, il faut dire que dans notre pays, d'autres libertés provisoires sont monétisées. Où on donne l'argent aux acteurs de justice pour libérer provisoirement les gens. Et lorsque vous avez des magistrats qui sont intègres, parce que le magistrat de siège n'est pas obligé de suivre. On dit que le montant varierait autour de 400 000 à 1 million par là. C'est comme ça, on dit que bon, et écoute, le juge qui gère cette chambre correctionnelle, il est trop strict. Dorénavant, embargo, on sèche sa chambre, on sèche sa chambre correctionnelle ou encore son cabinet d'instruction. Ce sont des réalités qui existent dans notre juridiction. Tout ça, c'est pourquoi? Mais parce que les gens n'exercent plus des fonctions par vocation. Nous sommes devant la course de l'argent. Nous sommes devant la course de construire beaucoup de maisons, d'avoir des voitures. Raison pour laquelle vous avez les acteurs de justice qui ne font plus bien leur travail. Très bien. Donc, il faut qu'il y ait d'abord une question de déontologie, une question d'éthique. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas justice. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que, pour revenir au dossier des enfants,
il faut quand même dire que les enfants doivent consulter les avocats pour savoir est-ce que c'est un dossier qui est devant un juge d'instruction. Il faut aussi le savoir. Est-ce que c'est un dossier qui est devant une chambre correctionnelle? Il faut aussi le savoir. Voilà, à quel moment le monsieur a bénéficié de la liberté provisoire? Si c'est devant la chambre d'instruction, ça veut dire est-ce qu'il y a eu confrontation entre les deux parties? Parce que devant la chambre, devant le cabinet d'instruction, la procédure est différente que lorsque le dossier est devant la cour, devant une chambre correctionnelle par exemple. Parce qu'au niveau de l'instruction, on écoute d'abord les parties, la partie demandée, c'est-à-dire la victime, et ensuite on écoute l'auteur de l'infraction, l'auteur présumé de l'infraction, et après il faut qu'il y ait confrontation pour que le juge puisse cerner s'il y a eu véritablement la matérialisation de cette infraction. Après ça, on envoie le dossier devant le procureur de la République, le procureur de la République, on voit maintenant le dossier devant une cour. Donc, c'est toute une procédure. Il faut savoir tout ça pour donner les bons conseils à cette famille. Voilà, Guy Victor, après vous, je prends le docteur Blanc-Constant et Barapéa. Donc, si on comprend bien, la séparation du pouvoir au Congo-Brazzaville n'est qu'une vue d'esprit, une science fictive, on va dire. Ben oui, attends. Je crois que je peux l'affirmer. Pourquoi? Parce qu'il faut seulement regarder comment est-ce que l'Assemblée nationale ou bien le Parlement congolais traite les dossiers qui viennent de l'exécutif. Sans examen. Même s'il n'y a pas d'examen, ils ne vont pas en profondeur. Vous voyez? Parce qu'on peut leur démontrer que là, s'ils avaient vu, ils ne pouvaient pas accepter ça. Donc, ils ne regardent plus. Ça devient comme une chambre d'enregistrement. Parce que quand le budget de l'État arrive, on augmente, alors que le pays est en crise. Le pays est en crise. Alors qu'on pense qu'il faut regarder les dépenses de l'État. Eux valident. Sans faire le bilan. Pourquoi il y a eu échec là? Pourquoi là? Celui qui avait eu 500 milliards n'a pas fait aujourd'hui demande 1000 milliards. On valide. C'est quand même grave, non? Donc ça veut dire la séparation de pouvoir est une vue de l'esprit dans la mesure où on a vu les députés demander la candidature d'un candidat. Hein? Appeler à la candidature d'un candidat. Alors qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas au service du candidat, ils sont au service du peuple. Appeler au changement de la constitution. On peut appeler au changement de la... Mais c'est quand même grave ça. Et gravissime. Si c'est comme ça, c'est pas à eux de faire. N'est-ce pas? Il y a des partis politiques qui sont là pour ça. Mais quand on a déjà la veste du député ou du sénateur, on s'abstient de faire certaines choses. Président de l'institution. Oui, on s'abstient de faire certaines choses. On ne le fait pas. Oui, ne fût-ce que cela. Ne fût-ce que donner l'image. Parce que l'image, c'est pas seulement ici au Congo. Mais l'image est vendue à l'extérieur. Les autres observent. Mais il faut vous discuter avec les amis qui sont à l'extérieur. Et ils se moquent de nous. Même les débats sur les médias, les gens s'en moquent. Mais on n'en a pas là. Vous voyez, les politiques congolais passent difficilement en politique pour expliquer même leur propre vision. Vous voyez, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, ils passent difficilement en émission contradictoire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est blanc bonnet blanc. Parce qu'on entend celui qui s'appelle opposant, dit-on qu'il est engraissé par le pouvoir. Dis-moi quand déjà l'opposant engraissé par le pouvoir, il peut y avoir quoi? Donc, il y a aussi des magistrats, des juges qui seraient engraissés par le pouvoir. Mais attends, puisque nous avons vu dans ce pays-là des gens qui ont été libérés sous caution. Le lendemain, il va prendre ses fonctions. Le lendemain, il va prendre les fonctions. Et il n'est jamais jugé. Et après, alors que quand on doit le libérer, on dit quoi? Le prononcé dit l'interdiction de sortir du pays. Hein? Interdiction de... Mais une semaine après, il sort, dit-on, pour aller sur le quinquet. Oui, c'est pour aller sur le quinquet. Sous caution, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas été innocenté. N'est-ce pas? Il n'a pas été innocenté. Puisqu'il n'y a pas eu de procès. Bon, donc seulement là, quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on va dire? Même si on tire sur la sonnette de l'alarme, on pense qu'on n'est pas politique. Au contraire, il faut qu'il y ait dans la société les hommes qui tirent sur la sonnette de l'alarme, les éveilleurs de conscience. Parce qu'à la fin, mais c'est tout le pays qui est jugé. Vous voyez, c'est tout le pays qui est jugé. Quand je discute avec les amis à l'extérieur, mais on pèse pas le débat. Parce qu'ailleurs, il y en a de contradictoires. Ailleurs, il y en a qui vont défendre leur politique. Il y a quand même un débat. Mais oui, non, quand je parle là-bas, suivez mon regard. Suivez mon regard. Donc,
Vous voyez, ailleurs, il y en a qui se revendiquent de l'accélération de la démarche, non, de quoi? De la marche. De la marche! Mais qui doivent le vanter, il faut qu'ils le prouvent, non? Il faut qu'ils viennent le défendre. Mais ils ne le font pas. Programme après programme. Mais quand on fait comme ça, on fait quoi? On démontre que nous, on est seulement client. On suit le big, rien que parce que on veut gagner son tube digestif. Voilà. Mais il n'y a pas la conviction. Et c'est ça qui fait que le manque de conviction fait que les journalistes ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas faire leur travail comme il se doit. Les magistrats non plus, les policiers non plus, tous les professionnels, même les professeurs d'université, on entend là comment les professeurs d'université ne peuvent pas se mettre à corriger la copie parce qu'on lui a donné l'argent, il donne 18 là ou quelque chose. Quand vous formez comme ça, le pays va être comment? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tout le système est pourri. Donc, tout cela, c'est pourri. On ne peut pas comprendre qu'on gère le pays comme ça. Voilà. Docteur Blanc-Constant Ibarapéa, tout à l'heure, on a parlé de la relation entre la justice et la population. On en a parlé tout à l'heure. On a épinglé aussi l'ignorance, j'ai envie de dire, la culture judiciaire des populations. Mais il y a aussi le fait, je parle sous le contrôle d'un technicien qui est sur le plateau, mais il y a aussi l'autosaisine de la justice qui doit s'autosaisir de certaines affaires. Mais on n'entend pas trop dans ce pays, finalement, il y a eu tel cas, la justice s'est autosaisie ou encore le parquet pour régler tel problème. Et souvent, on attend que la population initie la démarche en premier, alors que la justice, quand les médias ont dénoncé, et quand même au niveau international, la presse a dénoncé, pourquoi est-ce que notre justice, quand on parle de détournement des biens malades, qui est aussi pas autre chose, pourquoi est-ce qu'au niveau local, il y a eu tel cas de violence faite à la femme, à gauche et à droite, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas la justice congolaise dire, bon, finalement, on s'autosaisit, on convoque, on met les choses en marche pour régler cette affaire? Très bien. Ça se passe certainement, mais c'est bien de très rare. parler du droit. Oui. C'est bien de parler du droit. Je reviens toujours sur l'environnement. Imaginez-vous, la presse occidentale, Transparency International, qui fait des déclarations sur les biens mal acquis. À tort ou à raison aussi. Tort ou à raison. Oui. Non, mais sérieux. Oui. Descendant sur terre. Quel est ce juge au Congo qui peut avoir le courage de se saisir, de s'auto-saisir pour convoquer? Ah non, Mais ça peut non, parfois aussi oh là pour là. blanchir, non? Qui osera? Lorsqu'on sait que ça peut aller dans tous les sens, qui osera? Qui? Mais la justice est libre, non? Mais elle est supposée libre. Regardez. Dans un État autoritaire, les institutions ne sont pas libres. Dans une société autoritaire, Nous sommes au jamais Congo. mais donc c'est un État autoritaire, monsieur. C'est un État autoritaire. Il faut regarder comment s'organise le pouvoir. Il faut regarder comment s'organisent les élections. Il faut regarder comment c'est un État autoritaire. J'allais même dire autoritaire-patrimonial. Parce que nous sommes là dans ce que Tessie Bakary, paix à son âme, politologue ivoirien, disait, l'État personne, l'État individu, pour montrer un peu comment toutes les institutions en Côte d'Ivoire à cette époque-là se référaient à la figure emblématique de Fouette-Boigny. Or, lorsqu'on se retrouve dans un État individu, un État personnel, un individu qui se confond à l'État, la société se donne parce que tout se résume à lui. Vous allez voir comment aujourd'hui le culte de personnalité autour de la figure présidentielle est devenu ahurissant. Oui, puisqu'on a même entendu le président de la Cour suprême, je crois, lors de la rentrée judiciaire, il y a un an, je crois, un an, je pense, ou 2 ans, demander pardon au président de la République suite à cette enquête-là qu'il a voilà. rendu pour dire, bon, nous reconnaissons que ce que vous avez dit avec détail absolu, puisque le dit, finalement, nous vous demandons pardon. Et tout s'est arrêté là. Bon, est-ce que la loi prévoit ça? Dans toutes les sphères, les compartiments de la société, on voue un culte pratiquement, j'allais dire un culte païen, à la figure présidentielle. Parce que même quand on prend les seigneurs, et Dieu qui a créé le monde, il y a quand même certaines limites. Partout les peuples parlent, on danse, on fait, tout le monde est réduit à ce culte de personnalité. On est là ce sont là des manifestations des États autoritaires. Mobutu et Staline en savent quelque chose. Et pour ceux qui ont observé le mobutisme en RDC, avec le culte de personnalité, ceux qui ont se dit Staline, des regrettés mémoires.
Est-ce qu'il y a la différence avec le Congo aujourd'hui? C'est ça le problème. Or, un État, il faudrait qu'il y ait des voix discordantes. On ne peut pas tous se regarder de la même manière, penser de la même manière. Même les deux jumeaux, même les messieurs les jumeaux qui sortent du même vent Ils n'ont pas les mêmes empreintes. Bien entendu. Voilà. Et ce sont ces comportements qui paralysent le fonctionnement de l'État, qui stagnent l'État. Qui stagnent l'État. Vous avez parlé du Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel va fermer les yeux sur La Cour constitutionnelle chez nous, le Conseil voilà. c'est au Sénégal. Puisqu'on va chuter sur le Sénégal, oui. Vous avez vu comment est-ce qu'on a pris une loi injuste. La loi électorale. Il y a une disposition injuste qui est manifestement contraire à la Constitution. On vous dit pour être candidat à une élection locale, il faut appartenir à un parti politique. Alors que la Constitution est claire. L'adhésion au parti politique est libre. L'individu, chaque individu jouit de ce qu'on appelle les droits civiques et politiques. En tant que citoyen, j'ai ce droit. Donc ça veut dire que la Cour a été influencée par l'homme politique? Mais écoutez, la plupart de ceux qui sont à la Cour sont membres du PCT ou sont passés par le PCT. Et aujourd'hui, lorsque je fais mes analyses, le PCT est en train de régler ses problèmes internes en utilisant la Cour constitutionnelle. Parce qu'on sait que les locales arrivent, ils ont des contradictions internes avec leur système de, comment on appelle ça, des investitures. Il y a ceux-là qui ne seront pas investis, ils chercheront d'aller se présenter en indépendant, il faut couper la route. Il faut leur barrer la route. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le droit. Je parlais tout à l'heure de la politisation du droit. Même si la Cour constitutionnelle est une institution politique, mais qui règle les questions du droit. La conformité de la loi au droit, à la Constitution. Donc, il faut comprendre ça. Nous sommes dans des États autoritaires. Gudad Midad parle de l'État mou. Quelle est la particularité de l'État mou? Dans une société mafieuse, ce que les gens cherchent à pétiner en premier lieu, c'est la loi, c'est détruire l'autorité de la loi. Voilà, j'ai posé la question au juriste Victor Fuchimolaka, mais je vous la pose avant de prendre Guy Benal Victor. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de formation? Oui, le problème de formation, écoutez, le juge c'est un être social qui vit dans la société. Dans cet environnement gangréné par la pourriture institutionnelle. Mais c'est difficile de tenir tête. Il y a la pression, vous avez la pression familiale, vous avez la pression sociale, vous avez la pression de société. C'est difficile de tenir tête dans un environnement pourri. Il faut percer l'abcès. Pour régler le problème, il faut commencer par percer l'abcès. Vous avez posé la question à Guy Benoît. Comment on devient magistrat dans ce pays? Vous avez posé la question à Guy Benoît. Oui. La séparation du pouvoir. Mais je m'en moque. Il ne peut pas y avoir de séparation du pouvoir dans un État autoritaire. C'est pas possible. D'ailleurs, il y a des éléments physiques de droit. Déjà, le fait que le président partage l'initiative de la loi avec les parlementaires, ça pose un problème. Et lorsque vous regardez, mon jeune frère ici a travaillé dans il était au cabinet, je crois, au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai, de 97 avec le CNT jusqu'à aujourd'hui, j'ai pratiquement les rapports de fait de législature. Vous allez voir, il y a plus des projets de loi que des propositions de loi. Oui. Donc moi, je veux gouverner, je propose ce que je veux faire. Oui. Et quand on arrive là-bas, puisque la plupart, vous avez les ministres qui sont députés. Et le ministre député lui siège. Il est au gouvernement, c'est son suppléant qui siège. Oui. Bon, le ministre quitte le gouvernement, le suppléant va à la maison. À la maison. Vous pensez que le suppléant va être correct? Comment est-ce que votre comportement va se comporter? Voilà. Voilà. Il y a, c'est un panier à crabe. C'était panier à crabe. Deuxièmement, on peut parler de la séparation de pouvoir. Le fait que le président nomme le magistrat, ça pose un problème. Ah. Est-ce que le magistrat peut accepter, est-ce que le président peut accepter que, comme on fait aux États-Unis, il y a certaines fonctions qui doivent être validées par exemple par l'Assemblée nationale, ou par, au niveau de l'État, bien sûr, ou par la Cour suprême. Non. Donc, vous voyez, si on peut se mettre à citer des qui sont concrets, vous allez vous rendre compte que la séparation du pouvoir, c'est une fiction. C'est une fiction. Voilà. Guy Benal Victor, là, on termine, hein. Je vais refaire le tour de table, mais je commence avec vous. Alors, on entend depuis quelque temps, hein, le Sénégal est un exemple, est une leçon voilà. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous différencie du Sénégal sur le plan juridique? Bien, merci beaucoup. Je crois que les autres ont fait un pas. Les autres ont fait un pas. Dans la mesure où, au Sénégal,
vous constatez comment déjà ils organisent les élections. On a vu sous Macky Sall comment le Conseil constitutionnel a refuté le prolongement de mandat. Oui. C'est un pas. N'est-ce pas? Ça veut dire que ces magistrats-là sont intrinsèquement responsables d'eux-mêmes. Or, chez nous, ne sommes pas encore arrivés là. Comme aux États-Unis, voilà, le président a pris une décision, on vous a dit que le juge a annulé. Qui peut le faire ici? Ce n'est pas encore possible. Aujourd'hui, le spectacle que nous propose le Sénégal, c'est la vie de la démocratie, je crois. Même si les gens prennent ça comme ils veulent, moi je pense que c'est la démocratie. Tout part de l'homme politique. Ah ben oui, parce que les uns et les autres, ils ont compris qu'ils ont des intérêts divergents. Chacun défend son morceau. Ce qui est normal en politique. Ce qui est normal. Le président de l'Assemblée, qui était Premier ministre, refuse de faire allégeance au président de la République, qui est Bassirou Diomaye. Mais Bassirou démontre au président de l'Assemblée, qui est président de son parti, que moi aussi, je suis devenu président, je suis capable de mobiliser. Il veut créer son parti. Et le pays est divisé là. Et je crois que si on y prend garde, comme je l'avais déjà dit, je disais que les deux n'avaient pas d'avenir. J'ai raison aujourd'hui, ils devaient se séparer. Et on voit comment la justice est impliquée. Ah ben oui, mais la justice aujourd'hui. Ouais. Imaginez-vous que la justice ait donné raison à la Cour ait donné raison au la Cour suprême. La Cour suprême donné raison. C'est déclaré. La Cour suprême s'est déclarée incompétente sur la légitimité, la légalité ou non de la présence de Sonko. Voilà. Au Parlement. Si c'était chez nous, on allait vite accepter. Parce que c'est demandé quand même par le président de la République. Pourquoi on débarque Sonko de l'Assemblée? Mais la Cour comme ça dit, elle est incompétente. Sonko demeure. Mais quand Sonko, on voit aussi son texte de loi. Mais le président demande aussi à la Cour constitutionnelle d'intervenir. Oui. Le Conseil constitutionnel décide, pense que elle est anticonstitutionnelle. Voilà. Parce que s'il n'avait pas fait ça, le président aujourd'hui serait dans la rue, ou le Sénégal serait dans la rue. On aurait donc mis l'autorité du président en difficulté. Donc aujourd'hui, ça c'est de bonne guerre en politique. Et ça fait avancer un État. Or, chez nous, il n'y a même pas de voix discordante. Quand vous essayez de mettre la voix, c'est fini. Vous êtes catégorisé. Il y a les fixations, c'est fini. Vous voyez? Oh, ce n'est pas cela. Même au parti unique, mais peut y avoir aussi des divergences, non? Bien sûr. Mais qui vous a dit que quand on est au parti, on est membre du parti, on peut pas être candidat, et on peut pas être contre la loi proposée par l'exécutif de votre, qui est au pouvoir. Qui a dit ça? Voilà. Parce que les députés, l'autre était en train de nous donner, de parler de la Cour constitutionnelle à propos d'une loi qui est contraire à la Constitution. Qui vous a dit que les conseillers municipaux ou départementaux ne peuvent être que les membres du parti? Voilà. Qui a dit ça? Est-ce que le conseil départemental ou municipal est constitué seulement des membres du parti? Est-ce que les conseillers ne sont que les membres du parti? Parce que l'agriculteur qui est à côté, qui ne fait pas la politique. Mais la société civile est là pourquoi? Voilà. La société civile est là pourquoi? On a écarté la société civile. Non gouvernementale. Mais oui, mais c'est pour écarter la société civile. Mais comment? Mais les citoyens, mais la société civile est là pourquoi? Et tout cela, c'est l'influence de l'homme politique. Mais voilà. Ça, c'est l'homme politique qui veut mettre le développement de l'intelligence artificielle. Fouti Molaka, est-ce qu'aujourd'hui, vous tirez quand même les leçons de ce qui se passe au Sénégal en tant que juriste? Bon, en tant que juriste, faut dire que donc c'est les États-Unis, il n'y a pas que... Les questions de justice, ce sont des phénomènes un peu totaux. Si vous voulez, un phénomène total. Vous allez retrouver dans tous les États, y compris en France, il y a toujours l'influence du politique. Ouais. Le président sénégalais actuel a déploré il y a 1 an, 2 ans, que Macky Sall a instrumentalisé la justice à son époque. Ouais. À cette époque, vous avez vu Macky Sall avait instrumentalisé la justice. Vous avez vu comment on a fait tout pour en RDC par exemple de Ousmane Sonko. Ouais. Donc ça existe dans toutes les sociétés. Mais ce qu'il faut faire, c'est le courage du magistrat, c'est le courage du juge, y compris le magistrat qui est du siège, y compris le juge constitutionnel. C'est une question de courage pour dire que non,
Nous, on ne peut pas accepter Jusqu'où va ce courage quand le docteur Blanc, Constant Ibarapéa le disait, le magistrat, il n'est pas extraterrestre, il n'est pas extra-humain, il vit dans une société, mais il crée aussi, au-delà même des aspects sociaux, il crée aussi de sa vie. Qu'est-ce qu'il devient un jour? Est-ce qu'on va pas le mettre en prison? Est-ce qu'on va pas le faire disparaître? Il y a tout ça là aussi, c'est un humain, non? Vous savez, lorsque vous lisez L'acteur et le système de Crozier, vous savez, au-delà du fait que le système peut influencer l'homme, mais c'est l'homme qui fait le système. Et c'est l'homme qui a la possibilité de changer le système s'il veut le faire. Parce que si aujourd'hui, je me rappelle bien lorsque Mitterrand nomme Bandater comme juge constitutionnel, il dit, mais vous êtes mon ami, vous m'avez nommé, mais dorénavant, j'ai un devoir d'ingratitude. Ça veut dire que c'est pas tout ce que vous allez dire au niveau du pouvoir exécutif que je dois mettre ça en exergue. C'est une question de courage. Et aujourd'hui, les magistrats peuvent décider, non, nous, on peut plus subir les injonctions du pouvoir exécutif. Nous sommes un pouvoir indépendant du pouvoir exécutif. C'est possible, mais ça prend du temps. Parce que c'est un système où vous avez les acteurs qui sont au niveau du pouvoir judiciaire, qui ont des liens avec le pouvoir exécutif. Au fait, c'est un système compliqué. Très bien. Donc, il faut du courage politique pour changer cela. Mais enfin, il faut dire tout simplement que si nous voulons aujourd'hui rendre un peu équitable notre société, les citoyens doivent avoir la culture de consulter les avocats. C'est aussi à vous, c'est aussi aux juristes de communiquer. Les avocats. Vous voyez, récemment, j'ai vu comment nous avons suivi à travers les médias. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il y a eu une communication du barreau de Brazzaville. On organisait les consultations juridiques. Le barreau de Brazzaville le fait dans tous les arrondissements. Chaque année. Mais malheureusement, les citoyens ne venaient pas pour des consultations gratuites. Non, mais parce que ce sont des chefs de quartier qui se présentent. Ils sont suffisamment informés, ils pensent que ça coûte cher aussi. Non, c'était des consultations gratuites, où la population devait venir au niveau des mairies, des arrondissements, pour poser des problèmes, et les avocats devaient répondre. Peut-être la méfiance aussi. Voilà, merci. Il n'y a pas eu l'engouement de la population. Docteur Blanc, Constant Ibarapéa, on termine cette émission. Le dictionnaire politique avec vous, y a-t-il un pays qui peut servir d'exemple à tout ce que nous avons, c'est-à-dire que qui soit un pays où il y a véritablement la séparation, le respect de la séparation de pouvoir, une véritable justice en fait, où la justice est justice, où la justice est juste. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que même lorsque nous parlons de la séparation du pouvoir aux États-Unis par exemple. On nous présente les États-Unis comme un État où il y a la séparation stricte du pouvoir. Or, qui est le président du Sénat aux États-Unis? C'est qui? C'est le vice-président. Alors qu'il est élu avec le candidat président. Même si c'est pas lui qui exerce la fonction de manière officielle, mais c'est lui le président du Sénat. Donc, ce qu'il faut éviter, ce sont des abus. Dans certains États, on part très loin. D'ailleurs, la loi, c'est quoi? La loi, c'est la codification des rapports de force. C'est le plus fort qui fait son droit. Mais, il faut savoir que dans des sociétés autoritairo-patrimoniales, où il y a une indistinction entre la loi même et l'individu, où il y a une indistinction entre le bien public et le bien privé, une séparation du pouvoir paraît quasiment impossible. Des sociétés comme les nôtres. Moi, je veux pas aller prendre les exemples ailleurs. Il faut nettoyer ta propre maison. Et ici, vous avez la pression sociale qu'on exerce sur les amis. Oui, mon frère Fouti, le courage du magistrat, oui. Mais vous ne savez pas la pression même de la famille qui vous arrive. Lorsque vous dites, moi j'ai perdu combien d'amis? Même dans ma famille, j'ai perdu des gens qui ont été proches, on n'est plus. J'ai perdu beaucoup d'amis parce que tu es fiché. Et les gens pensent que si tu t'aimes avec Constant, bon, tu veux perdre mon poste au niveau de ceci, je veux perdre ceci, je veux perdre cela. Si je reçois Constant dans mon bureau, on va me virer. Oui, mais il y a quelqu'un membre de ma famille qui me l'a dit comme ça. Il dit, vraiment, vous pouvez venir me voir ici. Alors que je venais même pas le voir. Il y a toute cette pression sociale. Vous vivez la solitude sociale. Vous n'avez plus d'amis. Au niveau des parents, c'est la pression. Au niveau des parents, c'est le retrait. Il y a même on ne vous associez pas. Parce que vous paraissez dangereux. Voilà. Donc, prendre ce courage comme nous le faisons, il faut d'abord avoir l'éthique de la conviction. Il faut croire en vos idées, en vos convictions. Donc, chez nous, le culte de la personnalité présidentielle a tout englouti. On a créé un système autour d'un individu. Mais vous savez, en 92,
92-93, je crois que c'est 93, avec Makondi Wolo. Hein? Le conseil constitutionnel, ces gens de la Cour constitutionnelle, mais ils avaient donné, comment on appelle ça, donné raison à l'opposition avec la dissolution de l'Assemblée nationale par le président du Souba. Ouais. Ils ont dit que c'était quand le président du Souba demandait l'avis, avec je crois que c'est Makondi Wolo qui était là, ils ont dit que l'avis était L'opposition avait raison. L'opposition a fait raison et le président du Souba a tourné le dos et dit de toute façon, je ne suis pas dit à votre avis, c'est là qu'un avis. Donc même dans notre pays, il y a eu un moment où le juge pouvait dire non, regardez quelqu'un dans les yeux, dire non. Nous qui avons fait le code sur la révolution, on nous a enseigné que le pionnier dit toujours la vérité. Ce sont ces valeurs-là qui nous animent aujourd'hui. Voilà, merci docteur. Merci docteur. Nous sommes arrivés. On ne peut pas construire une société. On ne peut pas, permettez en une seconde, on ne peut pas construire une société autour d'un individu. C'est pas possible. On en parlera prochainement. Puisque vous constatez que la chute de cette émission par le docteur nous ouvre un autre thème, et c'est le système. On en parle tout le temps, le système. Mais c'est quoi le système et comment fonctionne-t-il? Nous allons les recevoir prochainement pour parler donc de ce thème-là. Mais d'ici là, portez-vous bien. Ce soir, nous avons voulu comprendre comment fonctionne la justice congolaise. Elle est-elle en bonne santé ou malade? Vous avez compris aujourd'hui les points de vue des uns des autres sur ce plateau. Guy Benoît Victor, qui est journaliste, Blanc Constant, le docteur Blanc Constant Ibarapeya, qui est politologue, enseignant à l'université Marengwabi, et Victoire Fuchimolaka, qui est juriste et homme politique. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être avec vous aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans Dictionnaire politique et pour des sujets qui concernent l'actualité, mais aussi revenir sur le système, ce que c'est que le système. Merci.